Partie 1. L'être humain. Chapitre 4. Animal social. Programmation. Les deux choses les plus importantes pour lesquelles tu es programmé sont transmettre la vie et transmettre le savoir. La première est de l'information inscrite dans la matière, sous la forme d'enchaînements rythmés de molécules complexes constituant l'ADN. L'autre est de l'information transmise par le verbe et qui s'inscrira dans la matière organique générée par l'information contenue dans l'ADN. Héritage. Notre génome et la réplication de notre ADN sont la merveille technologique programmée dans la matière qui nous a été léguée par ceux qui nous ont précédés pour que nous puissions vivre et aimer. Legs inconscient pour nos proches ancêtres, legs réalisés en pleine conscience par nos plus lointains ancêtres. L'union du groupe et la lutte interne. Le groupe est uni contre les dangers extérieurs pour défendre le patrimoine génétique et énergétique commun aux individus constituant le groupe. Le patrimoine génétique commun qui est, quant à lui, une adaptation au milieu dans lequel vit le groupe. Mais au sein du groupe, la lutte est acharnée entre individus. Ceux-ci cherchant par ces luttes internes à optimiser leurs chances d'accéder à l'énergie et à la reproduction. Le groupe. Le groupe a comme fonction principale d'être globalement utile aux individus qui le constituent. Tu enfanteras avec douleur. Pourquoi la mise au monde des petits humains est-elle si problématique ? Pourquoi de tous les primates, l'homme est-il le seul à avoir un taux de mortalité si important pour les mères et leurs petits lors des accouchements ? De tous les mammifères, l'homme, par cette difficulté à mettre au monde ses petits, est un cas à part. Si ce n'est la monstruosité génétique sélectionnée par les éleveurs belges qu'est la variété de vaches blancs, bleus, culards, où l'hypertrophie musculaire des membres postérieurs oblige les éleveurs à pratiquer une césarienne à chaque mise à bas et qui ne pourrait pas exister sans l'intervention des hommes. Si l'accouchement des femmes est si problématique, c'est que toute la stratégie évolutive de notre espèce, qui s'est mise en place au cours de l'évolution, est basée sur la prédominance du développement de notre encéphale et la conservation des individus ayant le plus gros cerveau permettant, grâce à l'acquisition préalable d'outils linguistiques comme les notions de temps et la compression de données en sons, que sont les mots, d'effectuer rapidement des actions réfléchies et de réaliser des interactions sociales de plus en plus complexes, ce qui permit aux hommes en groupe et par la préméditation de conquérir le monde. Si toute la stratégie évolutive de notre espèce est basée sur le développement de notre cerveau, nous permettant de nous organiser socialement d'une façon complexe en partageant les tâches entre les individus et en préméditant nos actions en groupe. Notre gros cerveau est tout de même limité en taille à la naissance par plusieurs facteurs. Tout d'abord, notre morphologie bipède est incompatible avec un bassin trop large qui gênerait notre locomotion par une distance excessive entre les deux articulations coxo-fémorales qui éloignerait trop nos jambes de l'axe de gravité du corps. Ensuite, notre système digestif, si particulier, s'est réduit par l'externalisation de la digestion grâce à la cuisson, au broyage et à la découpe des aliments, entraînant du même coup une structure de bassin réduite faite pour soutenir ce petit système digestif. Cette adaptation morphologique du bassin à des contraintes de digestion et de locomotion entraîne donc une limitation en taille du passage pelvien, empêchant, du coup, l'expulsion des petits à trop gros crâne lors des accouchements. C'est ainsi que si l'accroissement de la taille du cerveau fut, pour notre espèce, la priorité évolutive, ce développement dut s'adapter à de nombreuses contraintes consécutives à notre morphologie de bipède et notre mode de vie.
Le cerveau humain étant l'organe qui permit à notre espèce de s'imposer et de conquérir le monde, toute la programmation génétique du développement de l'enfant, dans le ventre de la mère, est faite pour favoriser le développement de cet organe au détriment du reste de son corps. C'est ainsi que, lors de l'accouchement, nos petits, programmés par des millions d'années de sélection naturelle, naissent avec des cerveaux dont la taille est la plus grosse possible. C'est-à-dire que même si leur corps est plus gras et gros que celui des autres primates, c'est leur crâne qui passera avec justesse dans le bassin de la maman. L'évolution a même configuré le crâne de nos enfants pour se déformer lors de l'accouchement, afin de pouvoir passer dans un orifice parfois presque moins large que la taille du crâne. Programmation génétique du développement prénatal de nos bébés, pour que notre espèce mette au monde des cerveaux les plus gros possibles. Si nos petits sont éjectés à 9 mois, alors que le nouveau-né humain avec son gros cerveau est loin d'avoir terminé sa croissance, c'est que le bassin humain est, comme nous l'avons vu, limité en taille par des contraintes de locomotion et de digestion. C'est ainsi que, bien que volumineux comparé à celui des autres primates, le cerveau du nouveau-né humain ne fait que 30 ou 40% du volume qu'il aura à la fin de sa croissance, alors que le cerveau d'un macaque nouveau-né aura 70% du volume qu'il atteindra à l'âge adulte. Comme nous le constatons, tout est fait dans notre espèce pour favoriser la naissance de gros cerveaux. Gros cerveaux favorisant le développement d'individus pouvant s'intégrer dans une société humaine extrêmement complexe, s'imposer par l'intelligence et ainsi optimiser leurs chances de transmettre la vie. La sélection génétique est sans pitié. Si tout est fait pour voir naître des bébés avec des cerveaux les plus gros possibles, c'est-à-dire ceux qui passeront de justesse dans le bassin de la maman à l'accouchement, et qui auront donc le maximum de neurones pour affronter l'existence. Les bébés avec de petits cerveaux, même si l'accouchement est plus facile pour la maman, auront moins de chances, par leur intelligence souvent limitée, de s'affirmer pour survivre et transmettre leurs gènes dans une société humaine extrêmement complexe. Quant aux bébés, avec de trop gros cerveaux, jusqu'à l'arrivée relativement récente des délivrances par césarienne, ils restaient bloqués dans le bassin, entraînant leur mort et celle de leur maman. C'est pour cela que les femmes ont globalement des difficultés à accoucher, car la nature, pour la survie de l'espèce humaine, tend à sélectionner les nouveau-nés avec les cerveaux les plus gros possibles, qui pourront par leur intelligence future s'imposer parmi les hommes, transmettre leurs gènes et surtout aider l'humanité par leurs réflexions. Tout est donc fait dans l'espèce humaine pour optimiser les chances de voir naître des petits à gros cerveaux, même si dans cette orientation évolutive, de nombreuses mamans au bassin trop étroit, avec leurs petits au crâne trop volumineux, sont mortes suite à des accouchements morphologiquement impossibles. Pour l'humanité et sa survie, l'important n'était donc pas d'optimiser les chances de survie de la maman et de son petit, mais la survie de quelques cerveaux volumineux et bien remplis par une éducation et une confrontation à la vie réussie qui permirent par leurs brillantes analyses et découvertes d'apporter tant de savoir et d'invention qu'au final, ils changèrent et facilitèrent l'épanouissement et la croissance de l'humanité, même si, en contrepartie, de nombreuses femmes moururent en couche avec leurs enfants. L'homme, par sa structure sociale complexe, est donc une espèce unique, où intelligence de l'individu est la chose la plus fondamentale. Intelligence si importante pour l'espèce que depuis la nuit des temps, lors des accouchements, les femmes s'unissaient autour de celles qui accouchaient pour les aider à expulser ces gros cerveaux si importants à la survie de l'humanité tout entière. Pourquoi les hommes ont-ils de plus gros cerveaux que les femmes ? Si les hommes ont globalement de plus gros cerveaux que les femmes,
C'est que l'évolution humaine, façonnée par les contraintes du milieu, entraîna un partage des tâches entre hommes et femmes qui confina pendant des centaines de milliers d'années chacun des sexes dans des fonctions très différentes. Avec l'entrée en savane de nos ancêtres devenus bipèdes, la femelle avec leurs petits dans les bras se retrouvèrent extrêmement vulnérables face aux nombreux prédateurs qui arpentaient, à la recherche de proies, ces vastes étendues herbeuses. Les femelles furent donc obligées, pour échapper aux prédateurs et survivre, de ne pas s'éloigner des arbres qui leur servaient de refuge et où elles montaient rapidement avec leurs petits dans les bras à la moindre alerte et au moindre danger. Dans ces conditions, le rôle de la femme se cantonnait donc à allaiter, protéger et éduquer des petits à croissance lente, qui restaient longtemps dépendants de leur mère. Les femelles, avec leurs petits dépendant énergétiquement de ce que leur rapportaient les mâles, mâles qui, de leur côté, allaient en groupe organisé à la recherche de nourriture et en rapportant aux femelles, aux enfants, aux vieux et parfois aux handicapés restés en sécurité près des abris, près des arbres. Ce partage des tâches, qui débuta donc dès l'entrée en savane, de nos lointains ancêtres furent tellement efficaces pour la survie et la croissance de l'humanité qu'il perdura jusqu'à aujourd'hui. Le partage des tâches, dont le but fut la survie du groupe, est à l'origine de la grande différence de mentalité que l'on peut percevoir entre les hommes et les femmes, de la différence marquée de leurs intelligences respectives et de la taille de leur cerveau. Sans entrer dans des notions fausses de supériorité et d'infériorité, tout chez l'humain, qui est l'animal social par excellence, est complémentarité et partage des tâches entre individus, mais aussi entre sexes. Il est donc fondamental pour comprendre l'humanité d'étudier la façon dont les sexes abordent différemment le monde et s'y adaptent. Si les mâles de notre espèce ont un cerveau notablement plus volumineux que celui des femelles, globalement pour les hommes modernes, il est 10% plus gros que celui des femmes. C'est que la fonction de chasseur des hommes et de collecteur d'énergie pour les femmes et les enfants les obligerait à s'interroger en groupe pour le fonctionnement du monde, afin de le maîtriser et de le conquérir pour en rapporter l'énergie. La survie de tout le groupe dépendait donc prioritairement de la capacité des mâles à analyser le monde, à s'interroger sur son fonctionnement, dans le seul but de le conquérir par l'action et d'en rapporter l'énergie. Les hommes développèrent donc de puissantes capacités cognitives, et cette mentalité profondément masculine, qui est par l'interrogation et l'analyse de rechercher à comprendre les mécanismes du monde, façon de penser typiquement masculine que l'on peut définir par la philosophie, qui n'est en réalité qu'une façon d'optimiser la quête et la conservation énergétique par l'analyse du monde en vue d'actions préméditées, de prédation ou plus rarement d'échange. Au cours de l'évolution de notre lignée, la propension à l'interrogation et à l'analyse de nos ancêtres masculins pour résoudre des problèmes d'acquisition et de conservation énergétique, favorisa la sélection des individus aux cerveaux les plus volumineux, c'est-à-dire les cerveaux ayant le plus de neurones, ce que l'on nomme la matière grise, donc potentiellement la capacité par le vécu d'emmagasiner un maximum de faits marquants dans la mémoire, et ainsi de générer un maximum de connexions entre neurones dans la matière blanche pour faciliter les raisonnements par association, afin d'analyser le milieu et d'anticiper des actions permettant par cette analyse et cette préméditation de transformer l'homme en le prédateur et le colonisateur le plus efficace que la Terre ait porté. Si les femmes n'ont pas globalement un aussi gros cerveau que les hommes, ce n'est pas qu'elles soient plus bêtes, mais c'est plutôt que par le principe d'économie énergétique régissant toute forme de vie et toutes les fonctions vitales, un cerveau qui est, par ses analyses, un grand consommateur d'énergie et d'oxygène.
celui des femmes n'ayant pas, comme celui des hommes, à s'interroger sur le monde afin de le maîtriser pour en rapporter l'énergie. L'évolution n'a donc pas globalement sélectionné chez elle les cerveaux les plus volumineux, capables des réflexions les plus poussées pour résoudre les problèmes de quête et de conservation énergétique les plus complexes, alors que le cerveau des hommes est majoritairement adapté à l'interrogation et à l'analyse afin de maîtriser le monde, pour y chercher l'énergie ou pour la conserver. Celui des femmes n'a pas, globalement, fonction de s'interroger et d'analyser le monde pour résoudre des problèmes, mais a plutôt pour fonction d'apprendre par ce qu'il entend sur le monde, de ce que lui apportent les individus sur des aventures vécues, afin de restituer par le commérage toutes ces informations à la communauté pour l'informer, mais aussi d'apprendre aux enfants restant près des mères, dans la chaleur du foyer, les dangers du monde et les merveilles que celui-ci peut offrir. Cet enseignement oral, retransmis par les mères aux jeunes enfants, a aussi pour fonction de leur apprendre la morale et la valeur du bien et du mal, afin de les préparer à affronter la vie et de les socialiser pour qu'ils puissent survivre et s'épanouir dans une humanité extrêmement complexe. Ces différences d'ordre génétique entre les sexes dans le développement, la structuration et la taille du cerveau ont d'ailleurs des répercussions dans la mortalité des nourrissons. En effet, jusqu'à 1 an, le taux de mortalité est 20% supérieur chez les garçons, ceci étant en partie dû à la plus grande taille de leurs encéphales qui consomment parfois trop d'énergie et d'oxygène que le métabolisme de leur corps ne peuvent leur fournir, génèrent des carences et des altérations dans le fonctionnement du cerveau, entraînant des dégradations des fonctions vitales pouvant mener à la mort du nourrisson et du bébé. En conclusion, si les hommes ont un plus gros cerveau que les femmes, c'est qu'ils sont programmés pour s'interroger sur le monde et l'analyser pour le conquérir et aller y chercher l'énergie pour eux, ainsi que pour leurs femmes et leurs enfants, fonction prédatrice demandant un grand nombre de neurones et de connexions neuronales, leur permettant d'être performants dans la conquête du monde, mais aussi de s'affirmer dans le groupe pour y survivre et transmettre la vie. Il est bon de signaler que, même si la taille du cerveau est un atout fondamental pour le développement de l'intelligence humaine, sans une bonne éducation et une confrontation heureuse, il n'en sortira rien de bien. Le cerveau étant un organe extrêmement malléable, un petit cerveau intelligemment rempli par une bonne éducation ira bien plus loin dans l'analyse et la réflexion qu'un gros cerveau laissé à lui-même, sans éducation ou perverti par un milieu destructeur. L'homme, animal social. L'homme est un animal social. Il a une croissance lente pour parfaire le développement de son puissant cerveau et mémoriser de nombreuses données qui lui serviront dans ses interactions sociales extrêmement complexes. Chaque individu est spécialisé et a un rôle particulier à jouer dans le groupe. Cette stratégie de partage des tâches dans une société hyper complexe, au rôle hyper spécialisé, lui a permis de se répandre sur toute la planète et maintenant d'aller dans l'espace. Seul, l'homme est vulnérable. Il ne peut pas vivre comme un ours. Mais en groupe, c'est le plus puissant organisme évolué colonisateur. Programmation d'attachement. Nous sommes des animaux sociaux, qui ne survivent et n'avons de valeur réelle que par notre appartenance au groupe. Nous sommes donc programmés génétiquement pour nous attacher. Attachement à nos parents, à nos amis, à notre partenaire sexuel ou reproductif, à nos enfants, et si nous éprouvons un manque, voire une désocialisation, à notre chat ou à notre chien. Les animaux de compagnie. L'homme est l'animal social aux interactions entre individus les plus complexes. C'est pour cela qu'il a un besoin viscéral de se sentir utile, ce qui le motive à agir, non pas pour lui directement, mais pour les autres,
pour le groupe étant le garant de la survie de l'individu, donc de lui-même et de l'humanité. S'il perd cette possibilité d'agir pour l'autre, et par là de se sentir utile, l'homme commence à ressentir un malaise existentiel, un vide affectif, qui le pousse irrémédiablement vers une détérioration mentale. C'est pour cela que de nombreux humains, depuis la nuit des temps, se sont attachés à des animaux, qui sont devenus ce que l'on nomme les animaux de compagnie. Ceux-ci permettant par l'attention et les soins qu'ils demandent de faire ressentir aux humains leur utilité tout en protégeant leur système nerveux de la dégradation. Fratrie. Si la fratrie est souvent unie, c'est qu'inconsciemment, les individus qui la constituent perçoivent cette unité génétique qui correspond à l'adaptation de leur lignée au milieu. Frères et sœurs ressentent donc ce lien génétique qui les pousse à s'entraider pour optimiser leurs chances de survie dans cette lutte pour transmettre la vie et son patrimoine d'adaptation génétique. Mais si la fratrie est souvent unie pour affronter le monde, le conquérir et en tirer l'énergie pour continuer la vie, au sein même de la fratrie règne le plus souvent une concurrence terrible. C'est à celle où celui qui s'imposera, soumettant frères et sœurs à sa tyrannie et cherchant par tous les moyens à récupérer l'énergie des parents, c'est ce que l'on appelle le syndrome de la mamelle. Celui qui s'imposera pour aller le premier chercher le lait au sein deviendra le plus puissant et dominera ses frères et sœurs, optimisant ainsi ses chances de survie et de transmettre la vie. C'est ainsi que si la fratrie est une entité généralement solidaire pour conquérir le monde et en apporter l'énergie, elle peut souvent se déchirer et se désunir pour récupérer l'énergie aux parents, que ce soit pour symboliquement aller téter le sein maternel ou plus pragmatiquement pour récupérer l'héritage familial. Sur l'amitié. L'amitié, c'est une association favorisant la protection mutuelle et la recherche calorique, et le sentiment d'attachement des amis n'est qu'une adaptation renforçant l'union et optimisant la survie des individus. L'amitié désintéressée est une erreur humaine de compréhension. La vraie amitié est toujours utile à la survie. Si elle n'est pas utile, et même nuisible, c'est de la folie affective. L'amitié désintéressée. Croire que l'amitié correspond juste au plaisir désintéressé de passer de bons moments ensemble est une erreur de compréhension, car les sentiments d'attachement et la joie d'être ensemble sont des émotions sélectionnées au cours de l'évolution en vue de faciliter l'entraide, et ce besoin organique d'être réunis est un moyen pour consolider le groupe afin d'optimiser la recherche calorique et la protection des individus. Sur l'amour. L'amour est une force génétiquement inscrite en nous, qui pousse les hommes, par les décharges hormonales qu'elle génère en eux, à s'unir pour perpétuer la vie et la conscience avant de mourir. Mais l'amour, c'est aussi une force qui pousse à l'entraide pour survivre, car nous sommes des animaux sociaux dont la survie individuelle dépend du groupe et de son union. Saluer le passant. Dans un village, tu connais tout le monde, et tout le monde se connaît. Tu as donc de fortes chances d'avoir affaire un jour à la personne que tu croises. Donc, par intérêt personnel, tu as tout intérêt de saluer le passant pour lui indiquer ta bienveillance et ton appartenance à la communauté. En ville, les gens ne se saluent pas quand ils se croisent dans la rue, car la densité de la population et le nombre des habitants font que tu as peu de chances d'avoir affaire un jour avec la personne que tu croises, voire même de la recroiser. Tu n'as donc aucun intérêt à la saluer pour indiquer ta bienveillance et ton appartenance à sa communauté, et vu le nombre de personnes que tu croises sur ton trajet urbain, ce serait une perte inutile d'énergie et de temps.
C'est ainsi qu'en te promenant dans la ville, tu restes un étranger parmi des étrangers qui jamais n'auront de relations communes. Comportement cathartique. Les gens se complaisent dans le voyeurisme de la dénonciation et du drame. Ça les rassure. Si les autres sont la cible, eux sont à l'abri. C'est un vieux comportement primitif. Si l'autre se fait bouffer par le prédateur, tu peux enfin te reposer, car tu n'es plus une cible potentielle. Comportement cartatique, peur sans risque et voyeurisme de la souffrance. Les hommes si évolués et civilisés soient-ils, bien que fuyant viscéralement la souffrance, ont le plus souvent une addiction pour la recherche de la peur et le voyeurisme de la souffrance des autres. Toute une industrie cinématographique occidentale s'est d'ailleurs bâtie autour de cette addiction. Et les films d'horreur où des adolescents innocents et insouciants se font tuer de façon atroce par des dingues ou des monstres permettent à cette industrie de récupérer beaucoup d'argent sur ces comportements. De même, les informations diffusées par les médias audiovisuels ou les vidéos des chaînes Internet ont souvent moins comme fonction d'instruire sur l'actualité pour mieux réagir à l'environnement que de répondre à ce besoin de voyeurisme de la souffrance des autres. Si étranges et malsains que puissent paraître ces comportements, s'ils se sont conservés dans nos sociétés humaines, c'est qu'ils doivent obligatoirement avoir une fonction positive. La question est laquelle ? C'est en observant la nature et le règne animal, comme les scènes de chasse dans la savane africaine, qu'on peut comprendre cette addiction étrange des hommes au voyeurisme du danger et de la souffrance des autres. En savane, lorsqu'un prédateur en recherche de proie apparaît, les gazelles, détectant le danger par leur sens, génèrent immédiatement des hormones particulièrement efficaces pour augmenter leur vitesse de réaction et leur capacité physique afin de fuir le plus vite et efficacement possible. Le plus connu de ces substances est l'adrénaline, qui est une hormone et un neurotransmetteur sécrété en état de stress et dont les effets sont une accélération du rythme cardiaque, une augmentation de la puissance de contraction du cœur, entraînant une hausse de la pression artérielle, une dilatation des bronches, une vasoconstriction des vaisseaux viscéraux et une dilatation des pupilles. Tous ces effets ayant pour but d'optimiser la vitesse et la capacité de réaction, en oxygénant mieux le sang et en irriguant mieux de ce sang les muscles et le cerveau pour réagir plus vite et plus puissamment afin de survivre au danger. Boostés par des sécrétions massives d'adrénaline, les gazelles peuvent optimiser leur capacité de fuite et continueraient à fuir jusqu'à la mort si le prédateur n'arrêtait pas sa chasse. Comme toute chasse se termine toujours, soit par l'échec du prédateur dans sa quête, soit par sa tentative réussie, la saisie et la mise à mort d'une proie, l'arrêt de la chasse devient l'indicateur pour les proies de cesser leur fuite épuisante. C'est ainsi que, pour les gazelles, la mise à mort d'une de leurs congénères signifie l'arrêt brutal de la situation de stress et du même coup l'arrêt des sécrétions des neurotransmetteurs et des hormones boostant l'organisme pour la fuite, qui, sécrétées trop longtemps, auraient pu dégrader gravement les vaisseaux, les organes internes et les muscles. Une de leurs congénères morte, les gazelles peuvent enfin récupérer de leur stress et de leur fuite traumatisante. Et c'est là qu'en réaction, leur organisme se met à sécréter des calmants et des relaxants, nommés endorphines, dont les effets peuvent rappeler celui de l'opium. Ces substances ont une capacité analgésique tout en procurant une sensation de bien-être, favorisant la récupération. C'est curieusement l'effet de ces substances sécrétées après un stress que les hommes recherchent en allant au cinéma, voir des films d'horreur, en suivant des séries télé terrifiantes, ou en suivant avec un voyeurisme obsessionnel les informations. C'est donc l'effet de ces substances que les hommes recherchent inconsciemment dans leur recherche inavouée et leur voyeurisme de la souffrance.
Et quand un jeune couple va au cinéma se faire peur en regardant un film d'horreur, c'est une façon de profiter sans danger d'un stress léger pour, dans une peur sans risque, profiter à fond des effets des endorphines post-stress qui génèrent un sentiment de bien-être, de sécurité et d'euphorie. Aimer rechercher un stress sans risque, comme dans les attractions des fêtes foraines, ou aller au cinéma trembler et se délecter dans un film d'horreur de la souffrance des autres, ne résulte en vérité que d'une recherche addictive permettant de jouir des substances relaxantes, des drogues sécrétées par notre organisme, pour permettre à celui-ci de récupérer après avoir réellement échappé dans l'action à un danger. Voyeurisme malsain. Si les hommes aiment se complaire à regarder et argumenter sur des informations négatives plutôt que de se concentrer sur l'effet positif, c'est pour mémoriser des événements dangereux à éviter, mais aussi, physiologiquement, pour se créer des émotions sans réel risque, et ainsi profiter des endorphines post-énervement qui leur procureront un sentiment de relaxation et de sécurité. Tout cela est très humain, mais un peu malsain. Qui se connaît maîtrise son animalité et devient un homme libre. Sur la jalousie. La jalousie est une constante dans le comportement humain. Si elle est très dure à supporter de la part de ceux qui la subissent, elle n'en demeure pas moins une souffrance pour celui qui ne peut maîtriser cette pulsion animale. La jalousie est avant tout une pulsion de survie. Vouloir ce que l'autre a, ou vouloir posséder les êtres et les choses d'une façon exclusive. Cette pulsion animale s'est conservée en l'homme, ancrée au cœur de son génome, car elle fait partie des pulsions pouvant favoriser la survie de l'individu. La jalousie est en vérité une pulsion de prédation calorique. Vouloir ce que possède l'autre, son énergie, ses alliances protectrices telles que les amis, ce besoin d'exclusivité, qui est en fin de compte un besoin de s'accaparer la protection et l'énergie au détriment des autres, favorisant ainsi sa survie. La jalousie peut être énergétique. Vouloir ce que possède l'autre, comme sexuelle et amoureuse, cette pulsion convulsive de possession. Vouloir celui ou celle qui est avec l'autre, ou vouloir l'exclusivité de l'affection et de l'amour de l'autre est, à la base, une pulsion inconsciente de protection. Pour une femme, surveiller son homme qui est source d'énergie et de protection, et pour un homme, surveiller et posséder sa femme qui est son seul moyen de transmettre ses gènes. La jalousie touche parfois le cœur même de la famille, touche la fratrie. Et il est fréquent que la jalousie entre frères et sœurs soit plus forte que les liens d'entraide. C'est le syndrome de la mamelle. Vouloir téter avant les autres, vouloir l'exclusivité du lait et de la protection maternelle, pulsion d'accumulation calorique et de recherche de conservation énergétique qui s'avère parfois efficace pour la survie de l'individu, lui permettant de meilleures chances de survie en affaiblissant frères et sœurs. Et ces pulsions animales peuvent se déchaîner dans nos sociétés humaines comme des partages d'héritage et générer les drames les plus sordides. La jalousie est donc à considérer comme une pulsion animale de conservation qui fut fondamentale à la survie des individus, mais qui peut s'avérer négative en brisant les liens d'entraide du groupe, affaiblissant celui-ci, rendant les hommes plus vulnérables, le groupe étant le garant de la survie de l'individu, et entraînant parfois l'évincement d'un groupe humain par un autre dont les liens d'entraide auront été conservés plus résistants par une morale et des lois plus strictes contrôlant ces pulsions animales destructrices. La jalousie est en nous. La jalousie est une programmation génétique de survie. C'est l'envie générée par l'autre de prendre et de posséder ce qu'il a, toujours en rapport avec ce que nous considérons inconsciemment être sur nous un avantage que l'autre possède dans l'accumulation ou la récupération énergétique, ou dans la possibilité reproductive.
La jalousie est donc à la base un sentiment déclencheur fait pour éliminer un concurrent énergétique ou sexuel afin d'optimiser nos chances de survie. L'exubérance de la victoire. Quand l'homme victorieux se redresse, poitrine gonflée, bras en l'air, et de tout son corps dressé vers le ciel crie sa victoire. Ce n'est pas un comportement d'ordre culturel acquis par mimétisme pour indiquer sa joie et la transmettre à ceux qui le regardent, mais en fait, un automatisme comportemental inscrit au plus profond de son génome. L'humanité doit sa réussite dans la colonisation de toute la planète à une organisation sociale basée sur le partage des tâches associées à un ordre hiérarchique entre individus d'une extrême rigueur. Cet ordre hiérarchique s'établissait depuis la nuit des temps chez les mâles par des affrontements physiques. Lors de ces combats entre mâles, pour le pouvoir et les femelles, les vainqueurs de ces joutes adoptaient une attitude redressée et bruyante, pour inconsciemment se faire voir et entendre par un maximum d'individus du groupe, afin d'affirmer leur suprématie, pour se faire craindre et obéir, et éviter par la suite d'éventuelles confrontations épuisantes et risquées, avec d'autres mâles n'ayant pas assisté à leur victoire. Confrontation nuisible au groupe en affaiblissant excessivement les protagonistes de ces luttes de pouvoir qui auraient été moins efficaces pour défendre le groupe contre ces dangers extérieurs. C'est ainsi que ce comportement exubérant s'est transmis chez les hommes de génération en génération afin d'économiser l'énergie et la santé des vainqueurs pour que ceux-ci puissent défendre et diriger le groupe, mais aussi transmettre plus aisément leurs caractéristiques vigoureuses, les femmes préférant s'offrir aux vainqueurs, source de protection et d'apport énergétique. Règle martiale. Il y a une règle primitive dans le combat. Il faut toujours provoquer un plus faible, car provoquer un plus fort, c'est soit de la bêtise, soit une erreur de jugement. Dans tous les cas, l'individu qui provoque un autre individu et qui gagne a toujours provoqué un plus faible. La supériorité du vainqueur dépend d'une multitude de facteurs. Cette supériorité correspond à une situation spatiale et temporelle qui lui fut favorable et qui ne garantit en rien la conservation de cette supériorité dans le temps. Reconnaissance. Tout homme a besoin de se sentir important, de se sentir reconnu par le groupe, et cela le pousse à l'action, la bonne ou la mauvaise. Agir pour être reconnu, bien travailler à l'école pour être aimé de ses parents, ou piquer sa crise de nerfs pour attirer le regard de sa maman. Essayer de s'affirmer professionnellement par le travail utile au groupe et apprécié par celui-ci, ou écraser sans pitié la concurrence pour s'imposer cruellement devant le groupe. Qu'importe si ses actions sont morales ou immorales, l'homme agit avant tout pour être reconnu. Car la reconnaissance par le groupe est pour l'homme primordiale à sa survie. L'homme étant un animal social évoluant dans une société complexe basée sur le partage des tâches, il ne peut survivre seul. Et son avenir et sa possibilité de se reproduire dépendent donc de sa bonne intégration au groupe, découlant de sa reconnaissance par celui-ci. C'est pour cela que l'homme, génétiquement marqué par cette programmation qui le pousse à chercher la reconnaissance, est prêt à tous les sacrifices et toutes les vilainies pour l'obtenir. Que leurs actions soient bonnes ou mauvaises, bien des hommes ne les font que pour être reconnus. Ainsi, l'acteur feignant d'être sympathique et de bonne humeur ne recherche bien souvent que la reconnaissance de ceux qui l'admirent et le font vivre. Comme le politique feignant l'altruisme, le désintéressement et le sacrifice ne recherchent bien souvent que la reconnaissance par le groupe afin de pouvoir continuer à vivre sur celui-ci. Qu'est-ce qu'un ennemi ? Un ennemi est une concurrence énergétique ou sexuelle, voire les deux. Mais parfois, un ennemi ne veut juste que ta perte, sans qu'il ne soit question de concurrence énergétique ou sexuelle. Il devient,
à ce moment-là, le mal personnifié, c'est-à-dire un être dangereux pour ce qu'il veut détruire et pour lui-même, car pour nuire gratuitement, il est prêt à dépenser son énergie pour rien et devient donc par là son propre ennemi en plus du tien. Le plaisir de tuer. Le plaisir de tuer pousse le chasseur à trouver sa pitance comme le meurtrier à éliminer une concurrence calorique ou sexuelle. C'est ainsi que le plaisir de tuer, si condamnable qu'il soit, s'est conservé dans notre humanité pourtant si civilisée, car il fut à un certain moment de notre évolution utile à notre survie. La normalité du meurtre. Le meurtre est toujours plus ou moins en rapport avec soit la défense ou la recherche territoriale, soit la défense ou la quête calorique, soit la concurrence sexuelle pour la reproduction, la défense territoriale et la quête territoriale étant toujours en rapport avec la conservation et la quête calorique, et la concurrence sexuelle pour la reproduction. Au niveau évolutif, le meurtre est tristement normal. Pourquoi l'homme a-t-il peur de parler en public? Quand on prend la parole devant le groupe, on risque le désaccord et de se faire rejeter. Quand on écoute, on ne risque rien. L'homme étant un animal social, il ne doit sa survie qu'au groupe. Le trac est justement un instinct de survie. Politique, acteur et rockstar. Le fait d'oser s'affirmer en public, en exposant sa façon de penser et de vouloir le monde, est une chose particulièrement dure pour l'individu, car prendre la parole, c'est s'exposer à la désapprobation du groupe et au rejet. Alors que l'ours est capable de vivre seul, l'homme est l'animal social par excellence, ne devant sa survie qu'à l'entraide, au partage des tâches et aux multiples spécialisations des individus constituant le groupe. Pendant des centaines de milliers d'années, pour ne pas dire des millions d'années, le partage des tâches et cette hyperspécialisation des individus ont permis à l'homme de survivre. L'un taillait les outils de pierre et fabriquait des armes, l'autre confectionnait les habits de peau, l'autre s'occupait de la chasse ou de la récolte des végétaux. Tant d'activités spécialisées et de savoir-faire individuels qui permirent au groupe humain de maîtriser et conquérir le monde et ses divers environnements. C'est ainsi que l'homme, qui est un individu hyper spécialisé au sein du groupe, au sein de l'humanité, perçoit inconsciemment le rejet du groupe non pas comme une mort sociale, mais plutôt comme la mort réelle. Car pendant des millions d'années, l'exclusion du groupe le confrontait à sa solitude face au monde, où son hyperspécialisation le condamnait à la mort inéluctable. Parler en public, prendre la parole sont donc des actes extrêmement durs à réaliser, qui demandent à l'individu de braver des peurs ancestrales inscrites en lui, de passer outre une programmation génétique qui le pousse à rester à sa place dans son hyperspécialisation, dans la fonction qui lui a été donnée, de garder son rang, de ne pas affirmer sa personnalité dans ses opinions divergentes pour éviter d'être rejeté. Ne rien dire et faire comme tout le monde est la stratégie la moins risquée pour conserver sa place au sein du groupe protecteur, pour éviter le rejet qui reste ancré au fond de notre inconscient comme la mort assurée. Le trac de parler en public ou de monter sur scène n'est autre qu'une vieille peur inscrite en nous tous pour nous préserver du rejet et de la mort. Et les acteurs, les chanteurs, les rockstars et les politiques ont, par le fait de s'exposer et de prendre la parole, cette capacité de passer outre ces peurs ancestrales, de dépasser cette inhibition inscrite dans notre génome, et de braver d'une façon pulsionnelle le risque d'être haï et rejeté. Qu'ils soient sincères ou hypocrites, talentueux ou pas, intelligents ou stupides, les acteurs, les chanteurs, les rockstars ou les politiques ont cette énergie, cette désinhibition
et cette capacité au sacrifice qui fascine les foules. Ils ont de l'énergie, le feu divin qui leur permet de passer par-delà notre programmation génétique et de baver la soumission au groupe en s'affirmant en tant qu'individus différents. Ils fascinent car ils ont ce que bien des hommes rêveraient d'avoir, cette capacité à l'action, cette capacité à braver les risques d'être haï et rejeté, cette énergie qui permet de conquérir le pouvoir et ainsi de décupler ses chances de transmettre la vie. Prendre la parole, s'exprimer en public est donc inconsciemment un saut dans le vide qui ouvre deux possibilités: la mort par le rejet social ou l'approbation et l'optimisation de ses chances de transmettre la vie. Vie de star. Les acteurs et les interprètes sont à la base des exhibitionnistes pathologiques qui recherchent d'une façon obsessionnelle l'attention et le regard des autres. Quand ils l'ont, ils n'ont plus rien à rechercher. Leur vie devient vide de sens et de quête. Commence alors le spleen de la star, compensé par toutes les drogues qu'il pourra trouver. Mais si l'acteur ou l'interprète ne trouve pas le succès et l'attention du public, il tombera bien souvent dans la dépression, se sentant inutile et incompris, et finira aigri, dépressif tentant d'oublier sa colère et sa souffrance dans les drogues. La star est sympathique. Les stars sont des personnes d'apparence sympathique, car dans leur besoin obsessionnel de reconnaissance et d'amour, ils savent que les gens aiment les personnes sympathiques. Mais derrière la star, il y a souvent un requin qui joue la sympathie. Ainsi, pour être aimée, la star est prête à écraser toute la concurrence afin d'être la seule à briller pour attirer le regard des autres et se sentir aimée et exister. Sur l'humour. Prendre la parole en public pour imposer sa façon de penser est toujours une chose dangereuse, car on risque la désapprobation générale et par la réaction l'exclusion du groupe. Il est donc plus simple pour la majorité des gens de se taire, d'écouter et de suivre la volonté du groupe dictée par quelques hommes ayant le courage ou la folie d'imposer leurs idées. Faire de l'humour permet principalement de prendre la parole sans risque, car l'humour est une protection pour faire passer des choses importantes dans un message en indiquant l'humour, c'est-à-dire en y ajoutant de l'irréel et de l'illogisme qu'on ne veut ni s'imposer hiérarchiquement, ni contester sérieusement l'ordre établi. Il faut se souvenir qu'en Europe, il y a bien longtemps, le fou du roi était un personnage symbolique qui seul avait le pouvoir de contester les propos du roi, sans risquer d'être considéré par celui-ci comme un danger à éliminer, car il était fou de fonction, et s'exprimait avec humour, c'est-à-dire en rajoutant de l'illogisme, de la dérision et de l'irrationnel dans ses propos, parfois sérieux. Parler pour ne rien dire. Parler n'a pas comme seule fonction d'instruire le groupe pour lui permettre de mieux survivre, ou de communiquer dans le but de rechercher des solutions à des problèmes pour augmenter ses chances de survie. Parler est aussi un moyen de créer des liens sans transmettre d'informations importantes, juste parler de tout et de n'importe quoi, avec humour ou avec sérieux pour créer des émotions communes qui uniront par ces souvenirs de conversations inutiles les hommes, renforçant le groupe et permettant ainsi aux individus d'augmenter leurs intégrations dans la communauté et leurs chances de survie. Ils parlent, mais ne disent rien, l'essentiel étant de communiquer pour s'unir. Ressembler à l'autre pour appartenir au groupe. L'homme doit ressembler à l'autre pour appartenir au groupe et avoir une vie sociale. Les marchands le savent et en profitent pour vendre et récupérer de la calorie, de l'énergie. Sur ce besoin de conformité qui t'intègre au groupe ou à la société, d'où cette mode toujours changeante. Payer pour être accepté.
Conformisme. Les jeunes s'habillent en jeunes, c'est-à-dire avec l'uniforme des jeunes pour montrer qu'ils appartiennent au groupe des jeunes. Le punk s'habille avec l'uniforme du punk pour appartenir au groupe des punks. Le bourgeois s'habille avec l'uniforme du bourgeois pour montrer qu'il appartient au groupe des bourgeois. Appartenir au groupe est ce qu'il y a de plus important pour l'homme, car l'homme étant un animal social où chaque individu a une tâche bien particulière qui lui est attribuée pour le bon fonctionnement de la société, l'homme ne peut donc vivre seul, et sans le groupe, il est mort. Ce besoin et ce désir d'appartenance au groupe est ancré au plus profond de son génome, et ne pas appartenir au groupe résonne pour lui comme une sentence de mort. L'homme est donc prêt à tout pour appartenir au groupe, se conformer à toutes les pensées et suivre toutes les modes. Les marchands et les politiques le savent bien. Les uns leur vendent les signes d'appartenance au groupe, c'est la mode. Les autres leur imposent la bien-pensance, du moment qu'ils leur présentent comme ce que pense le groupe. L'homme s'habillera et pensera comme on lui dit, en vérité, pas pour être à la mode, ni pour la valeur morale des idées, mais pour appartenir au groupe sans lequel il n'est rien. S'unir contre, pour la survie du groupe. Entretenir un ressentiment contre quelque chose est un système pour unir une communauté humaine contre quelque chose, pour la rendre plus solidaire et résistante par rapport aux autres peuples, dans un but de conservation calorique et génétique. Il est plus facile d'unir un groupe humain contre quelque chose pour quelque chose. C'est génétiquement inscrit en nous. S'unir contre le danger pour la préservation de l'espèce, même si la manipulation existe pour maintenir la cohésion du groupe contre un danger imaginaire. Dans tous les cas, l'histoire de l'humanité, ce n'est que ça. S'unir contre le communisme, le bolchevisme, le capitalisme, les juifs, l'axe du mal, les musulmans, etc. Il y a de très forts liants pour les peuples qui leur permettent de se maintenir dans le temps, dans une certaine homogénéité génétique. Ces principaux liants sont la religion, les langues, l'histoire mythifiée, l'appartenance territoriale tribale ou l'appartenance raciale, le nationalisme, la haine de l'autre et le culte du souvenir de la souffrance. Nous avons souffert. Unissons-nous, nous, les survivants, pour que cela ne se reproduise plus. L'union pour la conservation du groupe dans un but énergétique, prendre et conserver la calorie pour rester en vie et la transmettre. Transmettre notre patrimoine génétique. La culture n'est qu'une émanation de la biologie, mais le savoir nous élève auprès de Dieu. Animalité. Comprendre son animalité permet de la maîtriser, mais permet surtout de pardonner aux hommes et à soi-même. Dieu est miséricordieux, l'homme doit l'être aussi s'il veut se conformer à l'image de son Créateur pour réaliser l'union divine. Nous naissons tous innocents. Nous naissons tous innocents avec des qualités et des défauts de fabrication. Mais c'est la vie et ses aléas qui nous rendent bons ou mauvais. Nos choix réellement personnels sont très limités, et en fin de compte, nos actes sont-ils vraiment sous notre contrôle? Comme disait le sage, tu crois diriger tes pensées, mais elles surgissent sans que tu puisses les contrôler. Avoir conscience de ça, c'est déjà énorme, et cela rend humble. Miséricorde. Quand je vois un homme, qu'il soit un clochard ou mon ennemi, je n'oublie jamais qu'une maman l'a pris dans ses bras, et que ce fut un petit bébé. C'est la vie qui fait tomber les hommes ou les rend méchants. Nous avons tous été innocents. C'est la vie qui rend les hommes méchants.
Nous devons œuvrer pour le bien, sans haine et fermement, sans oublier que nos ennemis du moment ont été de petits bébés innocents dans les bras de leur maman. Le bien étant ce qui unit le groupe étant le garant de la survie de l'individu. Accepter son animalité, c'est pouvoir la maîtriser. Un homme acceptant et comprenant son animalité éviterait toutes les situations pouvant lui faire perdre son libre arbitre, et donc sa réflexion, le faisant retomber dans un comportement programmé, non maîtrisé, un comportement animal. Avec des hommes de ce type, le monde serait en paix. Ce qui est bon pour le groupe. Le bien, c'est ce qui est bon pour le groupe, car le groupe est le garant de la survie de l'individu. Se faire du bien n'est pas le bien, car il peut se faire au détriment du groupe, donc, à plus ou moins long terme, au détriment de soi-même et de sa descendance. Préférence dans l'aide. La préférence dans l'aide doit s'exercer d'une façon ordonnée pour le bon fonctionnement du monde et notre survie. La préférence doit être prioritairement génétique, donc s'exercer bien sûr à toi-même, mais surtout à ta descendance, car elle porte la mémoire génétique de ta lignée et toutes les caractéristiques qui l'ont fait survivre dans le milieu où tu es censé vivre. Ensuite, la préférence à l'aide doit être culturelle, car le groupe dans lequel tu vis et avec lequel tu partages des rites, des coutumes et des habitudes porte souvent une partie du même patrimoine génétique que toi, c'est-à-dire normalement la génétique la plus adaptée au milieu dans lequel tu vis et où ta descendance vivra. Et ce groupe dans lequel tu vis et dont les individus se ressemblent est le garant de ta survie. Car l'homme étant l'animal social par excellence, il ne survit pas seul. Quand ces deux priorités d'aide sont accomplies, il est temps de s'occuper du reste du monde, et de tout faire pour venir en aide à l'autre, qui, même si différent, n'en reste pas moins un frère humain en conscience. Il y a un ordre divin à respecter, ne pas le respecter est un blasphème, et nous ne servons Dieu qu'en servant les hommes, c'est-à-dire en les aidant. En espérant qu'un jour le règne de l'échange remplace celui de la prédation sur son frère humain. Conseil aux solitaires. Pratique des activités sociales et intéresse-toi à des choses même futiles, pas pour les choses en elles-mêmes, mais pour communiquer sur des intérêts communs. L'important est la relation à l'autre, car elle génère l'amour et la continuité de la conscience dans la vie. Sur le bonheur. Le bonheur, ce sont ces instants merveilleux où nous ne faisons qu'un avec le monde. Quand je vois jouer mon fils dans l'eau d'un lac berlinois, quand je courais avec mon chien dans les vagues de l'océan Atlantique, quand je mangeais avec mon ami du jambon serrano le soir sur une terrasse du sud de l'Espagne, quand je prends ma vieille maman dans les bras, ces moments merveilleux, c'est ça le paradis, et nous nous en apercevons souvent trop tard. Merci mon Dieu pour tous ces instants. Sur la relation à l'autre. L'important, ce n'est pas d'essayer de plaire, mais d'être soi-même avec amour. Longévité humaine. Plus l'homme vit longtemps, plus il apprend de la vie, et plus il apprend de la vie, mieux il enseigne sur son expérience. Au cours de l'évolution humaine, les hommes vivaient le plus longtemps en bonne santé, donc générant des petits, également vigoureux, furent sélectionnés. Ces particularités de longévité et de vitalité permettaient d'accumuler plus d'informations issues du vécu et les retransmettre aux générations suivantes, ce qui augmenta encore la capacité de survie de l'humanité. Transmission d'informations.
Si l'évolution sociale et génétique humaine a favorisé la sélection d'individus avec une longévité importante et leur protection quand ils vieillissent par les plus jeunes et plus vigoureux, c'est que le cerveau des vieux, rempli d'expérience et de savoir, est fondamental pour remplir de savoir le gros cerveau vide d'expérience et de savoir des jeunes. Vieillissement visible. Le vieillissement visible chez l'homme, comme le poil blanc et rêche, permet de reconnaître le savoir et l'expérience que le vieux recèle. Les poils blancs des vieux. Avec l'âge, nos poils blanchissent. Ce phénomène biologique de dégénérescence a de nombreux avantages évolutifs. Il permet d'indiquer dans nos relations sociales la fragilité physique et l'infertilité. Mais aussi, chose fondamentale, le savoir accumulé par le vécu. On évite donc d'une façon inconsciente et culturelle de rechercher les vieux blanchis pour des fonctions qu'ils ne peuvent plus tenir tout en les recherchant prioritairement pour d'autres, comme l'enseignement de la connaissance qu'ils ont accumulée, ce qui génère un gain de temps et d'énergie fondamentale au bon fonctionnement du groupe. Le vieil homme à grosse tête. La longévité humaine est directement en rapport avec l'apparition du langage complexe et la capacité de stocker des concepts en mots, permettant d'augmenter la capacité de mémorisation et surtout de rendre cette mémoire rapidement accessible. Cette mémoire humaine, constituant une réserve d'enseignement, transmissible de génération en génération, c'est à partir de la complexification du langage que l'accroissement de la longévité est devenu un avantage évolutif pour l'espèce, en permettant de conserver dans les vieux individus le savoir de la lignée et ainsi d'éviter aux plus jeunes de commettre de fatales erreurs. Le vieil homme devint alors une précieuse bibliothèque vivante. C'est avec l'apparition des notions de temps et de la compression de concepts en mots que l'évolution humaine favorisa les mutations activant la prolifération neuronale pour stocker plus de mémoire et, en conséquence, les mutations augmentant la longévité du sage. Bien utile, c'est ainsi que débuta l'ère du vieil homme à grosse tête. Proverbe africain. Un vieux qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Comprendre l'épigénétique. Certains gènes sont activés en fonction du stress généré par la confrontation au milieu. Pour s'adapter à ce milieu, c'est ce que l'on appelle l'épigénétique. Nous avons donc un réservoir d'adaptation stocké dans notre génome et prêt à être activé en cas de besoin. Mais attention, moins ces gènes sont réactivés, plus ils ont de chances de disparaître au bout de plusieurs générations, par souci d'économie d'énergie, la nature ne conservant que ce qui est utile. En résumé, moins le gène est réactivé, plus il a de chances de disparaître, pour laisser la place à d'autres mutations aléatoires potentiellement plus efficaces. Le monde est énergie et recherche d'équilibre. La souffrance renforce. Les hommes n'apprennent le plus souvent que de la souffrance et du malheur. Ceux qui survivent à ces choses les gardent gravées dans leur mémoire, mais aussi dans leur gène et transmettent les conduites qui les ont sauvés de l'adversité à leur descendance. Ainsi, la souffrance est faite pour protéger la vie. Transmettre notre vécu. On apprend plus intensément de la souffrance et du malheur, car on y a réchappé par des comportements salvateurs qui, sous l'influence des hormones du stress, marqueront irrémédiablement notre génome transmis à notre descendance. De la même façon, joie et jouissance marquent notre patrimoine génétique en correspondant à des comportements bénéfiques à notre survie. Nos goûts et penchants répétés
finissent également par influencer de façon subtile notre génome. Stabilité. Si le milieu est stable et sans danger, aucune évolution. Fin du chapitre 4, Animal social. Ce livre audio vous a été lu par Varchave.